Définir, c'est réduire. Si je dois traiter de cette thématique, c'est sûrement que je vais pas trop avoir les, comment dire, que je vais en traiter donc cela, mais je ne pense pas pouvoir en faire une approche globale, une approche suffisante, parce qu'il est un peu tard et que je ne suis pas en très bonne forme. Mais j'ai pris l'habitude de ces dires et quelque part j'ai des sujets en attente. Alors si je reporte parce que je ne suis pas très en forme, je vais devoir reporter d'autres choses qui sont en attente. Et comme ce travail d'oralité, d'oralisation est quelque peu ma seule, comment dire, activité visible et mon seul rapport au monde, je le continue même si je risque de faire une improvisation quelque peu insuffisante, quelque peu bancale, parce que le sujet dont je voudrais parler est un sujet qui vaut le coup qu'on s'y arrête, qu'on le traite avec une certaine, comment dire, avec une certaine profondeur, qu'on ne le traite pas comme ça en passant. Ce n'est pas rien. Définir, c'est réduire. Pourquoi cela? Parce que obligatoirement, euh, tout concourt à vos, à vos, comment dire, à vous assigner une identité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit du genre, qu'elle soit comment dire, sociale, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit ou toute autre identité. Et le comportement humain habituel, c'est de définir pour essayer quelque part de comprendre, pour essayer de maîtriser, pour essayer de savoir quel rapport on doit avoir à l'autre. L'autre est par définition euh, soit ce qui n'est pas moi-même. Et il y a comment dire, une certaine hiérarchie. Il y a l'autre proche et il y a l'autre vraiment lointain. Donc définir là, définir aussi ce qu'est la nature, ce qu'est l'identité, ce qu'est la spécificité de l'autre, pour permettre de savoir de quelle manière on doit se comporter avec lui, de quelle manière on doit interagir avec lui. Parce que dans la définition, il y a des éléments qui sont, comment dire, qui sont à même de nous permettre de, d'assurer nos arrières, de nous prémunir contre des dangers, contre des mésententes, contre des conflits, contre des tensions. Donc la définition de ce qui est soi et de ce qu'est l'autre permet d'avoir des rapports quelque peu gérables. Et je définis ce qu'est l'autre pour lui permettre de, d'avoir un territoire à lui, d'avoir un espace à lui. Et je définis mon propre espace par opposition. Et je gère les interpénétrations entre ces deux espaces de manière, j'essaie de les gérer de manière à préserver les intérêts de chacun. Et ici, dans ce processus de quelque part de, euh, de positionnement, il y a obligatoirement une sorte de travail un peu de raccourci quelque part. Nous ne voulons pas que l'autre ait des identités multiples. Nous voulons que l'autre ait une identité claire et nette.
si nous le plaçons dans un registre précis, nous voulons qu'il reste accroché à ce registre. Nous ne voulons pas qu'il soit mouvant, qu'il bouge, qu'il s'altère. Nous voulons garder l'ordre tel qu'il est. Ainsi, un inférieur est un inférieur, un indigène est un indigène. Il le restera. Il y a, euh, il y a une hiérarchie, cette hiérarchie doit demeurer parce que cela nous permet de savoir qui on est. On est les dominés ou on est les dominants. Si on est les dominants, on essaie de préserver quelque part notre situation, notre statut. Et donc, définir, c'est par rapport à cette facilité que nous avons à utiliser des termes, des notions, etc., pour définir, pour essayer de coller ou d'accoler euh, des, des éléments quelque part de langage. Nous utilisons le langage. Ainsi, il suffit euh, qu'il y ait quelque chose qui puisse rentrer dans un cadre pour que quelque part on l'applique directement. Ainsi, il suffit d'être un peu quelque part une certaine excessivité pour que qu'on soit obligatoirement désigné comme tel ou tel il est de cette notion de comment dire quelque part de la singularisation. Ainsi, quelqu'un qui vient d'une région, il est de cette région. Cela et quelque part, on le ramène toujours à sa région de départ. Et on ne voit pas, on ne prend pas en compte tout le déplacement qu'il a fait, toute la mouvementalité qu'il a connue. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il est toujours comme s'il n'était jamais parti, comme s'il est juste en déplacement de courte durée. Donc, peu importe l'ancienneté de la présence, nous restons toujours des gens d'ailleurs. Et donc, par-delà même, il y a des catégories sémantiques, qui sont prêtes. Un étranger, un maghrébin, comment dire, un Africain du Nord, et tout un tas de choses. Et cela malgré, et on a quand même laissé de côté le mot indigène, mais malgré tout, il reste cela et comment dire, voyons ce mot indigène, ce mot déjà impropre à l'origine, par c'est la conquête espagnole. Et déjà à la base, il y a une erreur sur la population et que cette erreur ait été transposée sur d'autres populations. Les populations d'Afrique du Nord des, ne sont pas des Indiens, elles ne sont pas, oui, elles sont des populations autochtones, mais fondamentalement, les indigènes, les Indiens, même si à première vue, après un certain temps, la notion, comment dire, le terme est resté, mais ceux qui étaient désignés par ce terme étaient, comment dire, considérés comme des noms indiens. Et quelque part, c'était des gens qui vivaient de façon, comment dire, qui étaient organisés d'une certaine façon et on pourrait dire qu'ils ne connaissaient peut-être pas l'écriture, une civilisation préhistorique, quelque part, une civilisation un peu primitive. Donc, quand on arrive en Afrique du Nord et qu'on traite des gens comme s'ils étaient quelque part dans un stade de développement primitif, cela est quelque peu particulier. Ce n'est pas
ces gens d'Afrique du Nord ont une certaine, comment dire, façon de gérer leur vie qui s'est, comment dire, développée sur plusieurs siècles. Ils ont une certaine complexité. Il y a de la complexité, il y a à certains moments même du raffinement, il y a une action sur l'environnement, il y a un espace qui est habité, qui est utilisé, exploité, il y a des secteurs de production, il y a le secteur primaire, après il y a l'artisanat, il y a le commerce. Ce n'est pas une société simple, une société quelque part qui peut se lire à un seul niveau. C'est une société qui connaît plusieurs niveaux de développement, Elle est une société d'une certaine complexité. Elle est, elle est, elle a, c'est une société qui a su s'organiser en des entités fortes, des territoires ont été gérés par des autorités centrales. Il y avait des communications avec l'étranger, il y avait des rapports d'égal à égal avec d'autres puissances. Cette puissance, ces puissances ou ces sociétés d'Afrique du Nord ont même réussi à passer de l'autre côté de la Méditerranée et à passer un certain nombre de siècles en Espagne. Et donc, il y a de l'urbanité, il y a de la gestion un peu, un peu dans le sens où pré-industriel, mais il y a quand même des transformations de la matière première, de la matière animale. Il y a un savoir qui est transmis, un savoir qui est développé, un savoir des connaissances. Il y a une marine, il y a tout un rapport, tout un ensemble de caractéristiques qui font que ces sociétés ne sont pas des sociétés à un stade de développement archaïque, pas archaïque. Elles ont atteint un certain stade de développement, mais il nous reste de passer à d'autres stades que l'Europe a connus et que l'Europe a, plus ou moins a initié. La révolution industrielle, elle n'était pas encore arrivée, mais elle aurait pu très bien se produire, peut-être pas, euh, peut-être que ce processus aurait pris quelques siècles, mais obligatoirement, il allait y avoir une évolution vers plus de, de création de plus de richesses, etc., etc. Donc le fait de déterminer les gens, c'est leur ôter toute capacité à être aussi porteur d'une transformation, porteur d'un projet, porteur d'un dessin, porteur d'une évolution. C'est, je suis bien entendu arabe, comme on dit. Je ne sais pas ce qu'on met derrière cette appellation, mais je ne suis pas qu'arabe, je suis arabe d'une région, d'un continent, j'appartiens à une histoire familiale, à une histoire nationale, à un récit, à une mémoire. Je suis un être qui est de son temps. J'essaie de faire face aux défis de toutes sortes. J'essaie quelque part d'interagir de façon intelligente, de façon comment dire, dynamique avec mon entourage, quel qu'il soit. J'essaie, donc j'apprends, je parle d'autres langues, je ne suis pas limité à ma langue maternelle ni à ma langue d'école. Je suis en capacité de communiquer avec des gens que je n'ai jamais côtoyés. Et quelque part,
Je suis, quand je parle anglais avec quelqu'un, c'est pas en ma qualité d'arabe, c'est en ma qualité de quelqu'un qui a appris l'anglais. Cette qualité ou cette spécificité d'arabe n'est pas quelque chose dont je me prévaux à chaque instant. Ce n'est pas cela que j'avance, c'est uniquement dans certaines occasions, quand il s'agit de se positionner, il s'agit de prendre donc position, d'avoir une opinion, de défendre euh, une certaine vérité historique. À ce moment-là, je peux devenir un arabe. Et encore que si, par exemple, pour ce qui est de l'Andalousie, je ne suis pas nostalgique, évidemment. Même si on a appris la nostalgie à l'école, je ne suis pas nostalgique. Je n'en fais pas toute une histoire. Pour moi, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Je ne cherche pas à considérer cela comme une tragédie. Une tragédie. Là, l'Andalousie a été conquise. Alors, si je dois parler en termes de tragédie, je dois penser à la tragédie des gens qui ont été conquis au départ aussi. Donc, dans un processus de conquête, il y a des transgressions, mais il y a aussi des régressions. La régression a eu lieu et c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas à en faire toute une histoire, un mythe, etc. Je ne fais pas un mythe d'une coexistence qui serait exemplaire. Je ne vois pas en quoi euh, cette période était si glorieuse que ça. Je ne cherche pas, ce n'est même pas la question de juger. Je n'essaie pas de vivre dans cette histoire-là. C'est, c'est peut-être un peu mon histoire, mais je ne suis pas dans l'obligation d'accepter toute cette histoire dans toute sa, dans tout le récit qui en est fait. Je suis pas, je ne suis pas endoctriné à ce point par ce récit pour que me sente obligé de le défendre à chaque fois que c'est possible. Donc, évidemment, quand quelqu'un me définit comme un arabe, c'est que lui, il est par essence, il se détermine comme un non-arabe. Quand on voit ce qu'il y a derrière cette, cette notion d'arabe, on voit très bien que là, il introduit une certaine séparation. Il crée de la séparation au lieu de combler le fossé qui nous sépare, que ce soit le fossé, je veux dire, historique, le fossé humain, tout un tas de fossés. Il ne cherche pas à combler, à dire tu es peut-être arabe, mais tu parles français. Donc en partie, tu es français. Donc si je dois me définir, je ne peux pas accepter de rester au niveau d'une appartenance première ou d'une seule appartenance. Je suis arabe, je suis français, je suis européen, je suis oriental, je suis peut-être pas asiatique. Ça, évidemment, c'est très loin, donc quelque part, j'ai du mal à me sentir proche, à me sentir quelque part la Chine, et toute l'Asie, ce n'est pas exactement quel- des territoires qui me sont proches, mais tout ce qui est euh, à mon niveau, je me sens aussi un peu anglais, pas allemand, mais un peu anglais. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Euh, un tout petit peu espagnol, mais tout cela fait un tout. Je suis un tout, un empilement d'appartenance, un empilement d'identité, mais sans que cela soit obligatoirement, ces entités soient en conflit, soient en opposition. C'est des choses qui cohabitent en moi, avec parfois quelques tensions, quelques moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça cohabite bien. Donc si on me définit comme arabe, on se trompe, on commet une erreur, une méprise. Donc
je sais que par rapport je ne suis pas, je n'appartiens pas à une région. Si je revendique une appartenance à une région, c'est uniquement comme, non pas, j'allais dire par commodité, c'est uniquement parce que cela me permet de tenir un discours. Mais je ne crois pas en une appartenance régionale, encore moins en une appartenance tribale. Ça n'a pas de sens pour moi. Je n'en ai pas à défendre une région, un territoire en particulier. Je ne donnerai pas ma vie pour défendre un territoire parce que je suis issu de ce territoire. Donc déjà, normalement, je suis déjà quelqu'un qui refuse le recours aux armements et même peut-être même pour se défendre, parce que finalement, ce n'est pas... on peut très bien... bon, je continue pas sur ce... je pousse pas trop loin le développement à ce niveau-là, je le laisse pour une autre fois. Mais en tout cas, et, et, ce n'est pas que je refuserais de défendre la France si la France était attaquée. C'est sur quelque part, je trouve qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas justement besoin d'avoir recours aux armements, ou à la défense ou à l'attaque, peu importe. Ce n'est pas ce qui est fait. La, les foyers de tension, les conflits en cours ou les conflits à venir, je ne vois pas de pays qui ait une démarche résolue, une démarche de prévention, une démarche en amont qui serait par tous les moyens d'apaiser les tensions, de les réduire, voire de rendre la guerre impossible. Le commerce des armements, l'industrie de l'armement et tout ce que cela suppose. L'industrie, c'est fait, il y a des investissements, il y a de l'humain, donc c'est des industries qui doivent continuer de produire, qui doivent rapporter, et donc cela suppose qu'il faut qu'il y ait de l'attention, qu'il y ait du conflit en perspective pour justifier que des pays vendent des armes et que des pays s'équipent pour se préparer. Voilà, donc quelque part, c'est cela qui pose problème. Si appartenir, c'est accepter d'aller en guerre contre un autre, qui est peut-être pas un ennemi, qui est lui aussi poussé, qui n'a pas choisi, parce qu'endoctriné fondamentalement. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils défendent des justes causes, mais ils sont juste aliénés à quelque chose, un territoire. Il ne nous appartient pas, il ne nous appartient pas pour l'éternité. Nous sommes juste des locataires, où qu'on soit. Nous habitons les territoires où nous vivons pour une durée déterminée. Ces territoires, nous les laisserons à d'autres, volontairement ou pas, obligatoirement, de part, logiquement, tout ce qui nous importe aujourd'hui aura beaucoup moins de valeur dans le futur. Ces territoires, ces frontières, ces blocs, ces alliances ne sont que des alliances de circonstances. Aujourd'hui, j'ai tant de kilomètres carrés, demain j'en aurai peut-être moins, ce qui est des frontières bien balisées, qui ne bougent pas, qui sont protégées, défendues, des frontières qu'on croit quelque part immuables, qu'on voudrait immuables, ne sont que le résultat d'un processus historique d'accaparement des terres. Peu importe comment, mais il s'agit de terres gagnées sur des voisins. Ces voisins, peut-être un jour, vont récupérer leurs terres perdues, ou alors il y aura peut-être d'autres populations qui arriveront et qui, à leur tour,
vont peut-être créer un territoire qui engloberait tout ce qui était auparavant des territoires séparés. Ou alors il y aurait des micro-territoires encore plus petits, encore plus... De toute façon, ça nous importe peu, ça n'a pas d'intérêt que de penser à ce qui pourrait se produire dans quelques siècles. Beaucoup de choses n'auront plus de valeur, ne sont plus, ne seront plus d'une quelconque importance. Voilà, c'est peut-être pas une vérité euh, première, mais c'est une approche qui voudrait tenir compte de l'élément des temporel, ce que le temps fait, ou des faits ou des faits, comme les mouvements des plaques tectoniques, comme les mouvements géologiques, tout ce qui est euh, le changement, les modifications. Certaines modifications prennent un temps considérable, d'autres se produisent, euh, se produisent assez dans un temps beaucoup plus court. Voilà. Donc, quelque part, je n'appartiens à personne, à aucun territoire. J'appartiens à mon identité et de cet amalgame que je fais. C'est une identité qui est mouvante. C'est une appartenance qui ne cesse, soit de déborder, soit de refluer. Une permanence. Je me réclame de certaines choses. Je me réclame aussi d'une langue, d'un ensemble de concepts. Je me réclame euh, euh, d'un récit. Ce récit est lui aussi à l'épreuve du temps. Certaines choses qui étaient importantes pour moi de par le passé le sont beaucoup moins à ce jour. Je me suis séparé d'un certain nombre de choses que je considérais comme essentielles, comme précieuses même. Et je suis prêt à me séparer s'il le faut de d'un territoire symbolique, d'une appartenance, je veux dire, quelque part, d'une langue s'il le faut, ou d'une partie de mon histoire, peu importe. C'est c'est un mouvement qui se saisit de nouveaux éléments à chaque fois, qui les intègre, puis qui les garde un moment où ils s'en séparent. Et donc figer la personne dans une identité, c'est en faire une sorte de nain. Quelque part, c'est réduire, diminuer, morceler. C'est ce qui en fait un tout, mais dans l'idée d'un tout, il y a aussi euh, le, le présupposé d'une comment dire, euh, d'un empilement. Un corps est fait de l'empilement d'un certain nombre d'éléments, et c'est ce qui donne ce résultat. C'est l'empilement, c'est euh, la- euh, l'assemblage, un assemblage d'éléments divers, et, et aussi, quelque part, euh, un corps a besoin d'un certain nombre, euh, a besoin d'avoir des dispositions particulières pour pouvoir répondre à sa mission. Et donc, un être a besoin d'avoir des appartenances multiples pour répondre à la complexité de ce qui a, de, des besoins qu'il a, des besoins complexes. Quand nous aimons quelqu'un, nous voulons aussi garder nos,
appartenir à cette personne. Nous aimons nous revendiquer de cette personne. Un territoire, quand par exemple je débarque dans la vie de quelqu'un qui porte un prénom d'origine chrétienne bien identifié et que ce prénom devient le prénom de ma vie ou un des prénoms de ma vie. Évidemment, s'il s'agit de Marie, la chose est facile, mais il peut s'agir d'un autre prénom tout aussi bien identifiable ou bien identifié. Et donc, si cette personne vient d'une région française particulière, j'appartiens aussi à cette région. J'appartiens en partie à sa famille. Je n'oublierai jamais son prénom ni son nom de famille. Ce sont pour moi des éléments de repère, ce sont des éléments de ma vie. Et cette appartenance, malgré la séparation, je continue d'appartenir à cette personne, aussi en partie à ce qu'il a constitué, à sa mémoire, à son histoire. J'intègre une partie de ce qu'il a constitué, elle, je l'intègre à mes constituants, à mes autres constituants. Cela fait de moi un homme qui a rencontré une personne qui, à un moment donné, voilà, et puis qui a rencontré une autre, et puis j'appartiens à plusieurs territoires, à plusieurs prénoms, à plusieurs histoires. Et si il m'arrive de parler d'une personne, à ce moment-là, c'est cette appartenance qui est mise en avant. Cela dépend des occasions. Il y a des appartenances beaucoup plus vivantes, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus conséquentes que d'autres. Il y a des histoires auxquelles j'appartiens de façon assez lâche et il y a d'autres personnes, d'autres histoires auxquelles j'appartiens de façon permanente, de façon, j'allais dire, durable, éternelle. Il y a des choses des territoires que je ne quitterai jamais. Quelque part, je suis condamné, mais c'est moi qui choisis cette situation-là. Je choisis d'appartenir. Je n'ai pas la Bretagne comme territoire d'appartenance, parce que je n'ai pas rencontré de Bretonne. Je n'ai pas l'Allemagne, parce que je n'ai pas rencontré d'Allemande, même si j'ai eu quelques connaissances allemandes, mais je n'ai pas eu d'histoire qui me permet de me rattacher à une région allemande, à un prénom allemand, même si j'ai quelque part un Klaus qui est dans mon esprit. J'ai rencontré deux Klaus. Quelque part, ils sont aussi, ils sont dans ma mémoire. J'appartiens aussi un peu à ces deux Klaus-là. Mais après, j'ai une certaine appartenance à la radio allemande, à la radio de l'Allemagne fédérale, beaucoup moins à la radio de l'Allemagne de l'Est, que je n'écoutais que rarement, mais parce que j'ai gagné un prix à la radio Deutsche Welle, donc quelque part, je continue, malgré plus de 30 ans, je continue quelque part d'avoir ce rapport lointain avec l'Allemagne. Évidemment, je ne cautionne pas ce qu'a fait ou ce que peut faire l'Allemagne actuellement. C'est juste pour apporter des éléments à ma démonstration que je suis quelque part, j'appartiens à des pays proches. Je n'appartiens pas à l'Indonésie, ça c'est clair que je n'ai pas d'histoire avec l'Indonésie. Je n'appartiens pas à la Malaisie. J'appartiens un peu au Vietnam, parce que j'ai rencontré une fille de Vietnamien exilée en France. J'ai entendu parler vietnamien. Quelque part, j'ai ce côté vietnamien. Mais après, le Cambodge, le Laos, le Tibet, tout ce qui est l'Inde, j'en ai pas. Donc fondamentalement, la Chine,
pas du tout. Donc il me reste quelques pays. Et donc c'est euh, cette définition, cette réduction que je refuse catégoriquement et de façon absolue, définitive. Je suis, évidemment, j'appartiens à une certaine catégorie de l'âge, mais je n'habite pas complètement mon âge. Je ne cherche pas à prendre ma retraite. Je suis en conflit avec, quelque part, avec le temps. Je combats le temps. J'ai une certaine, j'allais dire, conformation euh, mentale qui m'empêche d'avoir un accès à ceux qui sont plus jeunes que moi. J'ai aussi quelques problèmes, je manque un peu de souplesse. Je sais qu'il y a des gens que je peux atteindre et d'autres que je laisserai indifférents. Cela est une donnée quelque part, comme toutes d'autres données, des données qui sont indépassables. Je ne cherche pas non plus à, à exister de façon équilibrée partout, partout et avec tout le monde. Donc, je perds un peu le fil. J'ai essayé quand même de parler malgré quelque part le manque d'envie, le manque de, euh, je manque un peu de cette. J'habite pas exactement cette impro. Je me sens un peu à l'extérieur. C'est pour cela que peut-être mes paroles ne sont pas aussi impliquées ou aussi fortes qu'à d'autres moments. Mais tout cela est un exercice, avant tout, un exercice quelque part d'éloquence. J'essaie de lutter contre le déclin cognitif et aussi parce que je me rappelle certains moments où parler en public, parce que j'ai parlé en public comme ça pour poser des questions ou faire des interventions. Et je me rappelle la difficulté que j'avais eue à garder le fil de mes pensées, qu'il fallait absolument, comme tout le monde, comme moi je prenais pas de notes, j'avais du mal à retrouver certains éléments et que j'avais aussi du mal à placer ma voix. Donc dans ma solitude, je ne parlais même pas, puisque je n'ai personne à qui parler. Donc ma voix, j'entendais même pas l'écho de ma voix. Et donc le fait que je sois passé à ce type d'expression me permet déjà de m'entendre. Donc quelque part je parle et quelque part je sais un peu poser ma voix. Je sais, là je parle doucement parce que il y a les voisins, mais autrement j'aurais parlé plus fort. Et donc j'aurais essayé de faire un peu claquer les mots, claquer les consonnes, mais bon je ne le fais pas. Et donc fondamentalement, cet exercice-là est de toutes les façons est déjà un exercice, j'allais dire rentable, un exercice intéressant, un exercice à faire, à refaire, puisqu'il permet déjà de garder la capacité euh, d'articuler des mots, des concepts, etc., de faire cet exercice aussi régulièrement que possible pour le cas échéant, si jamais je suis amené à m'exprimer, pouvoir aussi m'exprimer longtemps, si je veux suivre, j'allais dire la carrière entre guillemets, de conférencier ou quelque part d'animateur ou des choses comme ça, et quelque part la parole me serait facile, je pourrais me saisir quelque part de n'importe quel sujet et le développer et l'aborder de, de plusieurs manières, aborder, en explorer un peu tout, tous les aspects. Là, pour ce qui est de la réduction, je mets de côté la,
le, la catégorie du genre, cela touche un peu à mon intime, donc je ne vais pas en parler, mais autrement, c'est intéressant. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'un homme qu'il est un homme et d'une femme qu'elle est une femme? Bien sûr, il y a quelque part des invariants biologiques, il y a des rythmes de vie qui sont un peu différents, il y a des corps qui ne s'expriment pas de la même façon. Je ne suis pas femme, donc je ne connaîtrai pas les affres de la ménopause. Je ne connaîtrai pas cette période-là. Je ne souffrirai pas. Donc les bouffées de chaleur, c'est quelque chose que je vais ignorer, que je ne vais jamais connaître. La sécheresse vaginale, c'est pas exactement pour moi. Il y a des choses, comment dire, les difficultés au moment des règles, peut-être les humeurs, peut-être tout un tas de choses. Après, il y a aussi tout le rapport à l'extérieur, ce que une femme doit accepter et doit euh, assimiler, comment elle doit se comporter, le rapport qu'elle a à l'extérieur, le rapport qu'elle a aux autres. Aussi, il y a tout un tas de contraintes auxquelles je ne suis pas soumis. Évidemment, je suis soumis à d'autres contraintes, mais quelque part, on peut essayer de faire bouger les frontières. N'empêche qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas vivre comme l'autre. Nous sommes aussi déterminés par des choses. Nous vivons, nous cohabitons, nous vivons sur le même plan de réalité, mais nos corps ne s'expriment pas de la même façon, nos corps n'ont pas les mêmes points de faiblesse, et quelque part, la société n'attend pas, ne place pas, comment dire, n'attend pas de nous les, de produire les mêmes réponses, les mêmes comportements. Il y a un espace, j'allais dire, de liberté. Il y a une marge de manœuvre, marge de mouvement qui est laissée aux hommes, qui n'est pas laissée aux femmes. Il y a, il y a une certaine... L'être humain, homme, le mâle, a une certaine, comment dire, a une certaine aisance, une certaine facilité à habiter l'espace public. À, il arrive euh, à, comment dire, à s'exprimer à l'extérieur de façon, j'allais dire, neutre. Son statut biologique ne joue pas contre lui. Il n'est pas soumis à la pression, il n'est pas soumis au harcèlement, il n'est pas soumis, il n'est pas rappelé à son corps. Ah. Donc, contrairement à une femme, et dans beaucoup de situations, il y a des sociétés où cela n'est pas aussi flagrant. Mais voilà, donc quelque part, après, comment une femme vit la solitude et comment un homme, un masculin, la vit, je ne sais pas s'il y a des, s'il faut parler comment dire, d'un vécu semblable ou s'il faut aussi exprimer, enfin dire qu'il y a une différence, que certaines femmes, de par leur appartenance au genre féminin, sont beaucoup plus, j'allais dire, ont beaucoup plus de mal à, à vivre la fin de vie, leur, à vivre leur, à vivre seul, parce que peut-être un homme peut aller au café plus facilement, une femme beaucoup moins facilement, et un homme peut résider à l'extérieur, peut avoir des activités, et il trouvera toujours des hommes pour l'épauler, toujours des hommes pour l'accueillir. Une femme beaucoup moins.
et ainsi de suite. Donc, mais dire d'une personne qu'elle est un homme et qu'elle est une femme, c'est aussi la réduire, c'est aussi lui assigner une identité, une seule identité. Bien sûr, elle peut être femme et française et européenne et même terrienne, etc., etc. Mais il y a d'abord l'identité de genre qui joue à ce niveau-là. Et puis, même quand elle est dans une position élevée, ça reste une femme, il y a certaine obligation d'avoir une certaine apparence, de veiller à donner une certaine, comment dire, euh, une certaine, à donner, à suivre un certain modèle. Je ne sais pas si tout le monde est sorti du tailleur Coco Chanel, mais en tout cas, il y a il y a il y a des difficultés, un talent, c'est pas fait pour être porté toute la journée. Il y a un manque de confort. Aujourd'hui, les hommes arrivent à enlever la cravate. Je ne sais pas ce que les femmes arrivent à faire à, ce niveau, à leur niveau. En tout cas, et c'était ça qui, quelque part, gênait les hommes, l'obligation de porter la cravate. Et après, les femmes avaient le bénéfice de la couleur, mais elles étaient aussi maintenues par le tailleur, euh, par une certaine, comment dire, uniformité de, euh, dans leur apparence. Il y avait quelque part une certaine obligation de s'aligner sur un modèle. Et donc, fondamentalement, quelque part, je ne pense pas avoir fait le tour du sujet, je ne pense pas avoir fait un traitement original, un traitement intéressant du sujet, mais j'avais envie, puisque je- quelque part, je voulais quand même déblatérer. Alors, j'ai déblatéré sur ce sujet-là, mais peut-être que j'aurais dû m'en abstenir, puisque le traitement que j'en ai fait ne me convainc pas. Mais peu importe, je suis lancé. Ce parcours-là, ce travail-là doit aussi passer par des moments beaucoup moins évidents et que d'autres. Et que c'est cela aussi qui fait l'intérêt de ce travail. Ce n'est pas toujours quand on est au maximum de ses capacités intellectuelles, au maximum de son éloquence, au maximum de, de ses dispositions physiques, etc., que il ne faut pas obligatoirement être dans cette situation-là, ces situations-là, pour faire du texte oral. Il faut aussi en faire dans d'autres circonstances pour pouvoir peut-être avoir une présentation qui soit multiple, qui soit multiforme, qui soit un peu moins qui a des aspects différents, des aspects qui changent. Faire quelque chose de moyen, c'est aussi légitime que le reste. Faire un texte oral et le traiter et en faire un traitement médian, un traitement sans trop de sans trop de brillance, sans trop d'éclat. Pourquoi pas? Tout est, tout est important. Je voudrais juste réaffirmer l'idée qui est venue quelque part une sorte de conclusion. C'est quelque part l'envie, la volonté, le travail sur l'identité, comment établir une identité qui soit inclusive, intégrative, et non pas une identité qui morcelle, une identité
qui sépare l'individu pour autant qu'il soit une unité. Il n'est pas une uniformité, il n'est pas réductible à à une seule identité, à une seule définition. L'individu est beaucoup plus que ce qu'il semble être. Les apparences sont trompeuses et mes interventions orales le démontrent. Il y a de la multiplicité, il y a de la complexité, il y a de la variation, il y a tout un tas de propositions. Certains moments peuvent sembler un peu se contredire, mais c'est aussi le travail d'exposition, d'exploration de cette complexité qui veut cela. À un moment donné, il est possible que je me contredise, il est possible que je fasse preuve d'incohérence. Cela est aussi une chose qu'il faut accepter, un risque qu'il faut courir, comme on dit, pas de pas, pas être toujours comment dire d'une pas être aussi toujours irréprochable. Je dois faire des erreurs, cela est aussi bienvenu. L'erreur est bienvenue. De pertinence, le manque d'à propos, les manques sont aussi une autre forme de l'expression de soi, intégrée soit la, dans toute la palette de ces expressions, sa multiplicité. L'être est multiple et par définition, j'allais dire. J'appartiens à des territoires qui, sans être des territoires en conflit, mais des territoires qui ont des éléments, qui produisent des éléments de divergence, mais aussi des éléments de convergence. Il y a ces deux processus qui cheminent parallèlement. Parfois, les divergences sont plus importantes que les convergences. Parfois, il y a un certain équilibre. Mon travail aussi vise à instaurer des ponts entre les mondes, mes mondes à moi, les mondes multiples auxquels je me réfère, et par-delà même, rapprocher un peu, toujours dans cette optique d'aller dans le sens de réduire les foyers de tension, réduire les causes de tension, réduire un peu tout ce qui légitime le recours à la violence, quelle que puisse être cette violence, quelle que puisse être son origine ou son arrière-plan idéologique ou doctrinal. Aucune violence n'est acceptée et ce travail aussi est quelque part une prise de position contre la violence contre les humains, mais aussi une violence contre les autres êtres qui, qui ont toute légitimité à vivre avec nous sur cette terre. Encore une fois, cette présentation est toute relative puisqu'il n'est pas question d'avoir la prétention de comprendre un peu, de comprendre tous les aspects du vivant. Ma perception, vos perceptions sont limitées. Tous les discours sont basés sur ces perceptions limitées. Nous devons faire avec, nous devons produire un discours et aussi un savoir qui sera, qui ne sera jamais qu'une approximation. Il n'y a pas de vérité qui puisse être valide, qui puisse être validée de façon permanente. Tout est affaire de circonstances, affaire de culture, affaire de moments historiques ou autres, affaire de personnes, affaire de société, affaire de groupe. Cela change, cela se modifie.
mais nous sommes une toute partie d'une réalité qui, sans vouloir la qualifier, parce que elle est impossible à cerner dans toute sa complexité, une réalité qui est sûrement euh, inaccessible dans toute sa, dans tous les aspects qu'elle puisse revêtir, les aspects multiplicité et quelque part cette réalité qui échappe à toute classification, à toute science, à toute tentative de rationalisation ou même dérationalisation, puisqu'il y a des sociétés qui ont des approches, j'allais dire, intuitives ou des approches ou des choses dans ce sens qui essayent d'avoir, de parler de la réalité à leur façon, mais tout cela reste marqué par nos capacités, sous l'influence de nos capacités cognitives. Nous ne pouvons pas aller au-delà de cet horizon-là, de cette limite-là. Et puisque c'est comme ça, autant l'admettre, autant faire avec.